Ce plan n'était pas destiné à être entendu, mais alors que je passais devant la porte entr'ouverte de la salle à manger, leurs voix ont filtré dans le couloir. Mon prénom, le spectacle de Noël de la paroisse, les rires, un sketch surprise, un déguisement ridicule, une réplique sur des taches d'huile de moteur. Ma famille répétait cela comme une pièce de théâtre, chaque réplique plus cinglante que la précédente. Je me suis figée, serrant contre moi le cadeau que j'avais emballé pour eux, sentant la chaleur des lustres et le froid du carrelage traverser mes bottes. Des heures plus tard, maman m'a appelée, la voix tremblante, « Où es-tu » Je n'ai pas répondu, car à ce moment-là, la véritable surprise était déjà en route. Quand je repense à la genèse de tout cela, ça ne commence jamais à Noël, mais des années plus tôt, dans la demeure des Delacroix à Saint-Germain-en-Laye, où tout semblait parfait. Des cadres symétriques, des parquets cirés, une lumière dorée et tamisée, mais où rien n'atterrissait jamais en douceur. J'avais 18 ans le jour où j'ai annoncé à ma famille que je voulais étudier l'ingénierie automobile. Je me souviens de l'odeur du dîner dans la cuisine, quelque chose de beurré, de chaud. Mon père, Philippe Delacroix, propriétaire d'une chaîne de magasins de meubles haut de gamme, mettait la table. Quand j'ai parlé, il a laissé tomber une cuillère de service en métal. Le bruit a résonné bien plus fort qu'il n'aurait dû. Ma mère, Chantal, celle qui coordonnait les galas de charité et repassait l'image de la famille pour qu'elle soit sans faux plis, clignait lentement des yeux comme si elle bugait. Mon frère Thomas, plus âgé que moi, interne en médecine à l'époque et fierté de la famille, a baissé les yeux pour dissimuler un sourire narquois. Ma jeune sœur, Chloé, assistante dentaire à mi-temps et créatrice de contenu lifestyle, a ri franchement, un son bref et aigu. La cuillère a oscillé sur le carrelage. Je me suis penchée pour la ramasser, mes doigts effleurant le métal froid, laissant une légère trace d'huile provenant de la bougie d'allumage sur laquelle j'avais travaillé plus tôt. Personne ne l'a dit à voix haute, mais le silence a fini la phrase pour eux, ce n'est pas ce que fait notre famille. Après cela, ce schéma s'est installé comme une météo capricieuse. Chantal glissait des offres d'emploi sur le comptoir pour des postes d'assistante de direction ou de réceptionniste, sans jamais me regarder dans les yeux en disant « ce serait plus stable ». Elle faisait un geste vague vers mes mains, vers les fines lignes de graisse qui ne partaient jamais tout à fait, ajoutant « surtout quand tu es en société ». Thomas, quand il rentrait à la maison, me tapotait l'épaule avec une compassion de médecin de quartier, « Fais attention avec tout ce travail physique », disait-il, comme si j'étais à un accident près de prouver qu'il avait raison. Chloé enregistrait des vidéos dans le salon, sa ring light illuminant sa coiffure impeccable pendant qu'elle racontait des histoires sur l'équilibre et l'élégance. Quand je passais derrière la caméra, elle fronçait le nez pour son public, une blague d'initié qu'il n'était pas censé comprendre. Encore des vapeurs d'essence, riait-elle. Ses abonnés remplissaient les commentaires de petits émojis hilars. Je restais silencieuse parce que c'était le rôle que j'avais appris à jouer. Mon silence gardait la maison lisse, leur image intacte. À chaque rassemblement, cousins, membres de l'église, voisins, je marchais plus lentement, gardais ma voix basse et m'assurais que mes bottes ne claquaient pas trop fort sur le parquet. Le calme était plus sûr. Le calme m'évitait d'être prise à part plus tard pour des remarques sur mon ton, ma posture ou ma présentation. Le souvenir qui me reste est infime, moi debout devant l'évier en train de faire la vaisselle, la vapeur montant autour de mes mains. Derrière moi, ma famille riait d'une blague dont je ne faisais pas partie. J'ai baissé les yeux vers l'eau qui coulait sur le croissant taché d'huile près de mon ongle. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que j'avais le droit d'être dans cette maison et ce que je n'étais pas. Je suis arrivée chez mes parents tôt ce soir-là, portant une boîte emballée, petite, soignée, quelque chose que j'avais choisi après une longue journée au garage. Les lumières à l'intérieur brillaient chaudement contre le crépuscule hivernal, le genre de lueur qui rendait la maison des Delacroix accueillante vue de la rue, même quand elle ne l'était pas. Je suis entrée discrètement. Ma mère, Chantal, était quelque part au fond de la maison, en train de répéter le programme de Noël qu'elle coordonnait pour la paroisse. La voix de mon père, Philippe, flottait dans le couloir, posée et entraînée. J'ai suivi le son, passant devant les photos encadrées où Thomas, le frère aîné érigé en modèle familial, était toujours au centre, et Chloé, la cadette qui gérait sa vie en ligne, captait toujours la meilleure lumière. En atteignant la salle à manger, j'ai remarqué que la porte n'était pas complètement fermée. Une étroite bande de lumière dorée coupait le sol sombre du couloir.
Je ne voulais pas m'arrêter, mais j'ai entendu mon prénom. Manon, a dit Chantal comme si elle testait le nom pour une blague. Des rires ont suivi. Puis la voix de Philippe, basse mais claire, elle portera le bleu de travail, n'est-ce pas? Celui taché. Ça colle au thème. Thomas a gloussé, ce même rire doux et poli qu'il utilisait avec ses patients. La voiture jouet provoquera une réaction, a ajouté Chloé. Et la réplique sur les taches d'huile, parfait. L'église va adorer. Il y a eu un bruissement de papier. Quelqu'un répétait un script, quelqu'un d'autre ajustait le timing. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce qu'il faisait. Un sketch, une scénette de Noël sur moi, sur mon métier, sur le cambouis sous mes ongles. Et puis Philippe a dit ça comme la chute d'une blague prévue de longue date, on lira le testament après. Ça passera mieux comme ça. J'ai senti la boîte dans mes mains devenir plus lourde, le papier cadeau pliant légèrement sous ma prise. Le couloir m'a soudain semblé plus froid que la nuit dehors. Personne dans la pièce ne s'est arrêté. Personne n'a senti ma présence. J'ai reculé lentement, gardant mes bottes silencieuses sur le carrelage, la boîte serrée contre ma poitrine. Au moment où je suis sortie, la vérité s'est imposée, nette et tranchante. J'avais entendu le plan de ma famille pour m'humilier à Noël. Le froid m'a frappé en premier quand je suis sortie. Pas le froid piquant qui mord, mais le froid sourd et lourd qui traverse les couches de vêtements. Je suis restée sur le perron un instant, tenant la boîte que j'avais apportée pour eux, le papier légèrement écrasé par la force de ma prise. À l'intérieur de la maison, les rires continuaient, étouffés maintenant, mais toujours clairs, toujours répétés. J'ai posé la boîte sur le banc en bois près de la porte, j'ai passé mon pouce sur le coin une fois, et j'ai marché vers mon pick-up. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste conduit. Les lumières du quartier chic sont devenues floues alors que je tournais vers l'autoroute. Mon téléphone a vibré 2 fois. Des SMS du groupe d'organisation de ma mère probablement, mais je les ai ignorés. Le seul endroit ouvert à cette heure, et le seul endroit qui semblait neutre, était une station-service ouverte 24h24 près de la Nationale. Ces néons étaient agressifs, grésillants, le bitume glissant d'une fine couche de givre. Je me suis garée dans un coin, j'ai coupé le moteur et j'ai laissé le silence s'installer. Mes mains sont restées sur le volant pendant plusieurs secondes. La légère odeur d'huile moteur montait du chiffon en microfibre fourré dans la poche de ma veste. Ce chiffon m'avait suivi à travers des années de travail au garage, des appels d'urgence tardifs, de longs trajets pour rentrer chez moi. Pour la première fois, j'étais reconnaissante de son odeur. Elle manquerait. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Leila Ben Ali, ma meilleure amie et mon expert comptable. Leila était avec moi depuis que j'avais ouvert le garage à 21 ans. Elle connaissait les schémas de ma famille, comprenait le silence que j'avais transporté dans l'âge adulte. Quand elle a répondu, sa voix était posée, comme toujours. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu à cela. Au lieu de ça, j'ai dit, « Peux-tu vérifier le dossier du bail pour la SCI ?» Ma voix m'a surprise moi-même. Plate, stable, presque professionnelle. Il y a eu une pause pendant que Leila cliquait dans ses fichiers. Je regardais les néons clignoter sur le béton mouillé. « D'accord », a-t-elle dit. Je l'ai. Pourquoi? Ouvre-le juste. Je l'ai entendu faire défiler, puis s'arrêter, puis faire défiler à nouveau. Manon, tu es assise? Je suis dans mon camion. Tu dois regarder ça, a-t-elle dit. Tout de suite. J'ai ouvert le dossier sur mon propre téléphone, chose que je faisais rarement après les heures de travail. Et la liste des documents est apparue. Paiement, baux commerciaux, notifications, formulaire de propriété. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué sur le bail de la propriété commerciale dans les Yvelines. La propriété qui abritait le showroom de meubles phares de mon père. Celui dont il se vantait à chaque Noël, chaque Thanksgiving, chaque collecte de fonds. La fierté de Philippe Delacroix. Le nom du locataire clignotait devant moi, sa société. Le nom du propriétaire clignotait devant moi aussi, le mien. Pas mon nom personnel. Ma SCI.
Celle que Leïla m'avait aidé à monter quand j'avais 25 ans, celle que j'avais utilisée pour investir dans de petits lots industriels autour de Paris. Je savais que je possédais la propriété, bien sûr, mais je ne l'avais jamais connectée émotionnellement à eux. Pas avant ce moment. J'ai fait défiler plus loin. Historique des paiements. 3 loyers impayés. Une augmentation pending du prix du marché, significative. Une clause de non-renouvellement que j'avais surlignée il y a des mois quand Leïla m'avait dit que le marché évoluait. À l'époque, cela ressemblait à une diligence professionnelle. Maintenant, cela ressemblait à toute autre chose. Ils utilisent ta propriété, a dit Leïla doucement. Et ils sont en retard. Je me suis appuyée contre le siège. Le néon grésillait au-dessus, rythmique et froid. Pendant un long moment, je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé l'information s'installer, non pas comme une révélation, mais comme une vérité lente et inévitable remontant enfin à la surface. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Leïla. J'ai fixé le bail. Les calculs de loyer que Leïla avait écrits dans les marges il y a des mois. Les mises en demeure que je n'avais pas encore envoyées. Le dossier de documents type attendant que je les remplisse. La réponse est venue plus facilement que je ne l'espérais. Tout selon les règles. D'accord, a-t-elle dit, passant déjà en mode travail. Alors on commence. J'ai posé mon téléphone sur le support du tableau de bord et j'ai ouvert l'ordinateur portable que je gardais sur la banquette arrière pour la paperasse tardive. L'écran a projeté une lumière pâle dans l'habitacle du camion, accrochant les minuscules éraflures sur le volant, la poussière sur mes bottes, les légères taches d'huile sur mes ongles. Leïla m'a guidée à chaque étape. J'ai ouvert des tableurs, vérifié les paiements, calculé les arriérés, croisé les clauses du bail, préparé une mise en demeure, préparé un avis de non-renouvellement, mis à jour l'augmentation du loyer basé sur les derniers comparables du marché, lié les documents de vérification de propriété, rédigé la lettre d'accompagnement pour la remise par coursier. Chaque étape avait du poids, pas un poids émotionnel, mais procédural, propre, contrôlé, une sorte de clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. À un moment donné, Leïla a dit, « S'ils ont prévu une leçon de Noël pour toi, ceci est juste ton cadeau en retour. » Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas souri. Mes doigts se sont arrêtés au-dessus du clavier. Ce n'est pas un cadeau, ai-je dit. C'est une limite. Elle a compris. Quand le dossier a été prêt, signé, horodaté, téléchargé, je suis restée immobile une minute entière. La station était presque vide. Un camion lointain bourdonnait en passant. Quelque part derrière moi, un distributeur automatique s'est mis en marche. J'ai appuyé sur Envoyer au service de coursier. La confirmation a tinté doucement. J'ai fermé l'ordinateur, essuyé mes mains sur le chiffon dans ma poche, et j'ai regardé l'autoroute sombre s'étendre devant moi. Cette fois, ai-je dit dans le calme, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. La veille de Noël à l'église ressemblait toujours à la même chose. Des lumières douces, des poinsettias bordant l'estrade, l'équipe de tournage s'installant comme si la famille Delacroix faisait partie du programme elle-même. Ma mère, Chantal, s'épanouissait ici. Elle se déplaçait dans la salle, ajustant les guirlandes, hochant la tête vers les bénévoles, perfectionnant ce qu'elle appelait « l'atmosphère de générosité ». Je n'étais pas là, mais mon absence n'a pas été remarquée au début. Dans la salle de réception, les parents arrivés tôt s'installaient. Mon père, Philippe, répétait les lignes de son petit discours. Thomas, le frère aîné célébré comme un trophée, ajustait sa cravate dans un pilier miroir. Chloé, cherchant toujours le meilleur angle, vérifiait la caméra frontale de son téléphone toutes les quelques minutes, lissant ses cheveux entre deux prises. Le coursier est arrivé à 18h47. Il s'est glissé dans le couloir décoré, passant devant une chorale d'enfants répétant des chants de Noël. Il portait une pile d'enveloppes, blanches, propres, officielles. Il a demandé Chantal Delacroix par son nom. Elle a souri, supposant que c'était des dons de dernière minute ou des réponses d'invités. Quand elle a déchiré la première enveloppe, l'expression de son visage s'est brisée net. D'abord la confusion, puis un petit choc précis, comme une ampoule qui vacille avant de griller. Les pages à l'intérieur ont glissé proprement sur la table sous les lumières vives. Mise en demeure, avis de non-renouvellement, loyer du marché révisé,
grand livre de paiement, registre de propriété listant le propriétaire, Manon Delacroix. Sa main tremblait. Le papier a bruissé alors qu'elle tournait les pages trop vite. Philippe s'est approché. Qu'est-ce que c'est? Chantal n'a pas répondu. Thomas a pris une page pour lire, sa mâchoire s'est crispée. Maman, c'est le bail du showroom. Chloé s'est penchée par-dessus son épaule, les yeux écarquillés. Attends, Manon possède le bâtiment? Le prêtre, debout à l'entrée, a doucement arrêté de donner des instructions à l'équipe de tournage. Quelqu'un a baissé les lumières de la scène. Même les murmures de la chorale d'enfants semblaient s'estomper. Une de mes tantes a chuchoté, pourquoi Manon enverrait-elle ça ce soir? La voix de Chantal est finalement revenue, mince, instable. Non, ça doit être une erreur. Elle ne ferait pas ça. Elle ne le fait pas, mais le bas du registre de propriété indiquait toujours le même propriétaire, Manon Delacroix. Pas sa fille mécanicienne, sa fille silencieuse, sa fille invisible, celle qu'elle essayait de transformer en blague saisonnière. À 19h02, Philippe a essayé de m'appeler. Quand je n'ai pas répondu, Chantal a saisi son téléphone. Ses boucles d'oreilles tremblaient avec la force de son mouvement. Elle est sortie de la salle de réception, pressant le téléphone fort contre son oreille. Le premier appel est tombé sur la messagerie. Le deuxième aussi. Au troisième, j'ai répondu. Je me tenais devant un chalet dans les Alpes, la neige dérivant sur le perron. Je pouvais entendre sa respiration avant sa voix, hachée, mince, frénétique. Cette nuit-là, je me souviendrai plus tard, maman a appelé, furieuse. Où es-tu? A-t-elle exigé. Derrière elle, je pouvais entendre des chaises racler, des parents chuchoter, le bord distant de quelqu'un qui pleurait. Elle ne demandait pas parce qu'elle s'inquiétait. Elle demandait parce que son programme parfait s'était fissuré, et elle avait besoin de moi pour l'aider à sceller les bords avant que quelqu'un d'autre ne remarque. La neige s'accumulait le long de la rambarde alors que je regardais les flocons se poser sur mes gants. Leïla était à l'intérieur en train de couper des légumes, fredonnant doucement. Le chalet était chaud, mais l'air froid semblait plus propre. Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de cela, j'ai dit lentement, uniformément, « As-tu apprécié mon cadeau ?» Le silence à l'autre bout n'était pas dramatique. C'était pire. Petit, stupéfait, s'effondrant vers l'intérieur. Un silence qui reconnaissait, peut-être pour la première fois, que j'avais cessé de graviter autour d'eux. Manon. Elle a essayé à nouveau, plus doux maintenant, presque suppliante, mais le vent a tourné, et sa voix s'est amincie dans la friture. Je ne discuterai pas de ça ce soir, ai-je dit. Toute communication peut passer par la boîte mail de la SCI. Son souffle s'est coupé. Tu ne peux pas, je l'ai déjà fait. J'ai laissé le silence s'installer un moment, non comme une punition, mais comme une distance enfin mesurée. Puis j'ai raccroché. La neige continuait de tomber. Le téléphone est resté immobile dans ma main. À l'intérieur du chalet, Leïla a dit « une autre bûche sur le feu », et pour la première fois depuis des années, je n'ai rien senti me tirer vers Saint-Germain-en-Laye. Le matin après Noël, le chalet était calme d'une manière que la maison Delacroix n'avait jamais été. Pas de décoration de scène, pas d'éclairage soigné, pas de rire répété fuyant par les portes, juste le bruit du vent filant à travers les pins et le doux crépitement de la cheminée que Leïla avait allumée avant le lever du soleil. Je me suis assise sur le petit perron avec une tasse réchauffant mes mains. La neige était tombée abondamment pendant la nuit, enterrant les marches sous un drap blanc, lisse et ininterrompu. Mes bottes ont laissé les premières marques quand je suis sortie, chaque empreinte s'enfonçant proprement dans la surface. À l'intérieur, Leïla bougeait dans la cuisine, sa présence stable et discrète. Elle ne demandait rien sur l'appel, ou les documents, ou les retombées. Elle savait mieux que quiconque que le silence pouvait être une sorte d'abri. J'ai vérifié mes mails une seule fois. Un message de Philippe. Mon père apparaissait en haut. Court, pas de salutation, pas de réprimande, juste de la logistique sur le transfert des opérations, les points de contact, les échéanciers de paiement. Professionnel, mesuré, le genre de mail qu'il enverrait à un fournisseur ou un propriétaire. Pour la première fois, il me parlait dans le rôle que je m'étais construit. J'ai répondu sur le même ton, bref, froid, borné.
Puis j'ai fermé la boîte de réception. Le reste de la matinée est passé en petits mouvements. J'ai balayé la neige de la rambarde, rentré du bois de chauffage, resserré une charnière lâche sur la porte du chalet. Ça faisait du bien de réparer quelque chose quand la réparation ne me coûtait pas des morceaux de moi-même. Quand le soleil est monté plus haut, la lumière a changé à travers la clairière, accrochant le fin croissant de cambouis qui tachait mon ongle, toujours là depuis la nuit où j'avais quitté la maison. Dans les Yvelines, c'était la chute de la blague. Ici, c'était juste une marque du travail que j'avais choisi. Je suis resté sur le perron jusqu'à ce que le froid presse doucement le bout de mes doigts et que l'air se stabilise dans mes poumons. Il n'y avait aucune urgence à revenir, aucune attente à satisfaire, aucune version de moi-même dans laquelle je devais rétrécir, juste la neige, juste le calme, juste l'espace pour enfin respirer. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont la forme silencieuse de ce que vous refusez de porter plus longtemps. Debout sur ce perron, regardant la neige effacer chaque empreinte derrière moi, j'ai compris quelque chose de simple. La distance peut être une forme de respect, à la fois donné et pris. Si des histoires comme celle-ci restent avec vous, si elles font écho à quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous essayez encore de laisser derrière vous, restez proche de cette chaîne. Il y a plus de vérité à dire et plus de silence qui valent la peine d'être brisés.